Chapitre 22 La République américaine versus l'Empire global. Un jour, alors que nous étions assis dans une cafétéria, Paula me dit « Je serai très franche. Les Indiens et tous les fermiers qui vivent le long du fleuve où vous construisez un barrage vous détestent. Même les citadins, qui ne sont pas directement affectés, sympathisent avec les guérilleros qui ont attaqué votre chantier. Votre gouvernement les qualifie de communistes, de terroristes et de trafiquants de drogue, mais la vérité, c'est que ce sont tout simplement des gens ordinaires qui ont une famille et qui vivent sur les terres que votre compagnie détruit. » Je venais de lui parler de Manuel Torres, un ingénieur engagé par Maine et qui avait été attaqué parmi d'autres par des guérilleros sur le chantier de construction d'un barrage hydroélectrique. Manuel, un citoyen colombien, avait obtenu cet emploi parce qu'un règlement du département d'État américain nous interdisait d'envoyer des citoyens américains sur ce chantier. Nous appelions cela la doctrine des Colombiens superflus, et c'était le symbole d'une situation que désormais je détestais. Mon sentiment à l'égard de telle politique me rendait mon rôle de plus en plus difficile à vivre. Manuel m'a dit qu'ils avaient tiré en l'air et à ses pieds avec des fusils d'assaut AK-47, expliquai-je à Paula. Il avait l'air calme en me le racontant, mais je sais qu'il était presque hystérique. Ils n'ont tiré directement sur personne. Ils leur ont simplement donné cette lettre, et ils les ont ensuite mis au fleuve dans leur bateau. « Mon Dieu !» s'exclama Paula. Il était terrifié, le pauvre homme. Bien sûr. Je lui dis que j'avais demandé à Manuel si, selon lui, ils appartenaient aux EPL ou aux M19, les deux plus célèbres mouvements terroristes colombiens. Et à aucun des deux. Mais il croyait ce qu'ils avaient écrit dans cette lettre. Paula prit le journal que j'avais apporté et lut la lettre à haute voix. « Nous qui travaillons tous les jours uniquement pour survivre, nous jurons sur le sang de nos ancêtres que nous ne laisserons jamais construire des barrages sur nos fleuves. Nous sommes de simples Indiens et mestizos, mais nous préférons mourir plutôt que de voir nos terres inondées. Nous prévenons nos frères colombiens. Cessez de travailler pour ces compagnies de construction. » Paula déposa le journal. « Que lui as-tu dit » J'hésitai un moment. Je n'avais pas le choix, je devais défendre la compagnie. Je lui ai demandé s'il croyait que cette lettre avait pu être écrite par un fermier. Elle m'observa patiemment. Il a haussé les épaules. Nos regards se croisèrent. « Oh, Paula, je me déteste de jouer ce rôle. »« Qu'as-tu fait ensuite » me demanda-t-elle vivement. J'ai tapé du poing sur la table. Je l'ai intimidé. Je lui ai demandé si des fermiers armés de fusils d'assaut AK-47 n'étaient pas pour lui une absurdité. Puis je lui ai demandé s'il savait qui avait inventé les AK-47. Le savait-il ? Oui, mais j'ai à peine entendu sa réponse. Un Russe, qu'il m'a dit. Évidemment, je lui ai dit qu'il avait raison, que l'inventeur de ces armes s'appelait Kalachnikov, un officier très médaillé de l'armée rouge. Je lui fis comprendre que ceux qui avaient écrit cette lettre étaient des communistes. « Crois-tu vraiment cela » me demanda-t-elle. Sa question me surprit. Comment pouvais-je y répondre honnêtement ? En Iran, Yamin m'avait dit que j'étais pris entre deux mondes, que j'étais un homme du milieu. J'aurais bien voulu me trouver sur ce chantier quand les guérilleros l'avaient attaqué, ou alors être l'un d'eux. Je fus pris d'un sentiment étrange, une sorte de jalousie envers Yamin et Doc et envers les rebelles colombiens. Ces hommes avaient des convictions. Ils avaient choisi un monde réel, non un vague territoire entre deux réalités. « Je dois faire mon travail, lui dis-je enfin. » Elle sourit gentiment. « Je déteste ça, ajoutai-je. » Je pensais à ces hommes qui m'avaient si souvent inspiré au cours des ans. Tom Paine et les autres héros de la guerre de l'indépendance, ainsi que les pirates et les pionniers. Ils se tenaient aux extrémités, non au centre. Ils avaient pris position et ils en assumaient les conséquences. Chaque jour, je déteste un peu plus mon travail. Elle me prit la main. « Ton travail ?» Nous nous regardâmes intensément. « Moi-même. » Elle me serra la main et hocha lentement la tête. Je me sentis immédiatement soulagé de l'avoir avoué. « Que vas-tu faire, John ?» Je ne savais pas quoi répondre. Mon soulagement se transforma en défensive. Je bafouillais les justifications classiques. Je faisais de mon mieux, j'essayais de changer le système de l'intérieur, et la vieille excuse, quelqu'un d'autre prendrait ma place si je partais. Mais je voyais à son regard qu'elle ne me croyait pas. Le pire, c'est que je ne me croyais pas non plus. Elle m'avait forcé à comprendre une vérité essentielle. C'était moi-même que je devais blâmer plutôt que mon travail. « Et toi ?» lui demandai-je enfin. « Que crois-tu » Elle soupira et me demanda en laissant ma main. « Tu essaies de changer de sujet. » J'acquiesçai.
D'accord, dit-elle, mais à une condition. Nous y reviendrons un autre jour. Elle prit une cuillère et fit semblant de l'examiner. Je sais que certains des guérilleros ont subi un entraînement en Russie et en Chine. Elle plongea la cuillère dans son café con leche, l'agita puis la lécha. Que pourrait-il faire d'autre? Il leur faut apprendre le maniement des armes modernes afin de combattre les soldats qui l'ont appris dans vos écoles. Parfois, ils vendent de la cocaïne afin de ramasser de l'argent pour leur équipement. Comment pourraient-ils se procurer des armes autrement? Ils ont affaire à un rude adversaire. La Banque mondiale ne les aide pas à se défendre. En fait, c'est elle qui les a mis dans cette situation. Elle prit une gorgée de café. Je crois que leur cause est juste, poursuivit-elle. L'électricité n'aidera que quelques Colombiens, les plus riches, alors que des milliers vont mourir parce que l'eau et les poissons seront empoisonnés quand vous aurez construit votre barrage. L'entendre parler de nos adversaires avec tant de compassion me donnait la chair de poule. Je me tenais les avant-bras. Comment se fait-il que tu en saches autant sur les terroristes? À peine avais-je posé la question que je craignais déjà la réponse. J'en ai connu un à l'école, répondit-elle. Elle hésita un peu et repoussa sa tasse. Mon frère s'est joint au mouvement. C'était dit. J'étais extrêmement dépité. Je croyais bien la connaître, et voilà que ça me fit penser à un homme qui trouve sa femme au lit avec un autre en rentrant chez lui. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Pourquoi te l'aurais-je dit? Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas une chose dont je me vante. Comment peux-tu savoir s'il est encore vivant? Je ne le sais pas, mais le gouvernement l'a mis sur la liste des hommes recherchés. C'est bon signe. Je réprimai l'envie de critiquer ou de me défendre. J'espérais qu'elle ne s'apercevrait pas de ma jalousie. Je lui demandai plutôt. Comment en est-il arrivé là? Heureusement, elle continua à regarder sa tasse. En manifestant devant les bureaux d'une compagnie de pétrole occidentale, je crois. Il protestait avec une vingtaine d'amis contre un forage pétrolier sur le territoire d'une tribu indigène menacée d'extinction. Ils ont été attaqués par l'armée, battus puis jetés en prison. Et ils n'avaient rien fait d'illégal, soit dit en passant. Ils chantaient simplement devant l'édifice en brandissant des pancartes. Elle jeta un regard vers une fenêtre avant de poursuivre. Il est resté en prison 6 mois. Il ne nous a jamais dit ce qui s'était passé là, mais il n'était plus le même quand il est ressorti. Ce fut là la première de plusieurs conversations semblables avec Paula. Dans quelle mesure préparèrent-elles le terrain à ce qui allait suivre? Je l'ignore. J'étais déchiré, et pourtant toujours dominé par mon portefeuille et mes autres faiblesses identifiées dans mon profil établi par la NSA 10 ans plus tôt, en 1968. En me forçant à m'en apercevoir et à chercher les raisons profondes de ma fascination des pirates et des rebelles, Paula m'aida sur la voie du salut. Mon séjour en Colombie me permit non seulement de résoudre mes propres dilemmes, mais aussi de faire la distinction entre la République américaine et l'Empire global. La première offre de l'espoir au monde entier. Elle est fondée sur des valeurs morales et philosophiques plutôt que matérielles. L'égalité, la justice pour tous. Mais elle sait aussi être pragmatique, c'est-à-dire ne pas être un simple rêve utopique, mais une entité vivante, inspirante et magnanime. Elle peut ouvrir les bras pour abriter les opprimés. Elle est à la fois un modèle et une force que l'on ne peut ignorer. Au besoin, elle peut passer à l'action, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour défendre les principes auxquels elle croit. Ces mêmes institutions qui menacent la République, c'est-à-dire les grandes compagnies, les banques et la bureaucratie gouvernementale, pourraient être utilisées plutôt pour effectuer des changements fondamentaux dans le monde. Elle possède les réseaux de communication et les systèmes de transport nécessaires pour mettre un terme à la famine et à la maladie, et même aux guerres, si seulement elle pouvait se convaincre de suivre cette voie. L'Empire global, par contre, est le fossoyeur de la République. C'est un système fondé sur le mercantilisme, le matérialisme et la cupidité. Il est centré sur lui-même et sur ses propres intérêts. Comme tous les empires de l'histoire du monde, il n'ouvre les bras que pour accumuler des ressources, s'emparer de tout ce qu'il trouve avec un appétit insatiable. Tous les moyens y sont bons pour procurer davantage de pouvoir et de richesse à ses dirigeants. Bien sûr, comprendre cette distinction m'a aussi permis de voir plus clairement mon propre rôle. Claudine m'avait prévenu. Elle m'avait honnêtement décrit ce qu'on attendrait de moi si j'acceptais l'emploi que Maine m'offrait. Et pourtant, il a fallu que j'aille travailler en Indonésie, au Panama, en Iran et en Colombie pour en comprendre les implications profondes. Et il fallut ensuite la patience, l'amour et l'expérience personnelle de Paula.
J'étais loyal envers la République américaine, mais nous perpétuions par cette nouvelle et subtile forme d'impérialisme l'équivalent financier de ce que nous avions tenté d'accomplir militairement au Vietnam. L'Asie du Sud-Est nous avait appris que la puissance d'une armée avait des limites, mais les économistes avaient réagi en concevant un meilleur plan et les agences d'aides étrangères ainsi que les entreprises privées qui les servaient, ou plus précisément étaient servies par elles, étaient devenues très habiles à exécuter ce plan. Sur tous les continents, des hommes et des femmes à l'emploi de compagnies américaines effectuaient, sans faire partie officiellement du réseau des assassins financiers, un travail beaucoup plus pernicieux que celui qui était envisagé par les thèses de conspiration. À l'instar de plusieurs ingénieurs de Maine, ces employés ne voyaient pas les conséquences de leurs actes. Ils étaient convaincus que les usines et les ateliers clandestins où l'on fabriquait des chaussures et des pièces d'automobile pour leur compagnie aidaient les pauvres à sortir de la pauvreté, alors qu'ils ne faisaient que les renforcer plus profondément dans une forme d'esclavage rappelant les manoirs médiévaux ou les plantations du Sud. Comme ceux de jadis, ces esclaves modernes étaient amenés à se croire privilégiés par rapport aux pauvres âmes qui vivaient en marge de la civilisation dans les sombres cavernes d'Europe, les jungles d'Afrique ou les régions sauvages d'Amérique. Devais-je demeurer à Maine ou démissionner ? Mon conflit intérieur était devenu une guerre ouverte. Il ne faisait aucun doute que ma conscience désirait que j'abandonne, mais d'un autre côté, le diplômé commercial que j'étais hésitait beaucoup. Mon petit empire personnel s'étendait davantage à mesure que s'ajoutaient des employés, des pays et des valeurs boursières à mes divers portfolios et à mon ego. En plus de la séduction exercée par l'argent et par le style de vie lié à mon emploi, ainsi que par l'enivrement du pouvoir, je me rappelais souvent un avertissement de Claudine qui m'avait dit que, une fois engagé, je ne pourrais plus en sortir. Évidemment, Paula s'en moqua. Qu'en savait-elle ? Je lui fis remarquer que Claudine avait eu raison sur bien des points. Il y a longtemps de cela, les temps ont changé, de toute façon tu n'es pas heureux, ni Claudine ni personne ne peut empirer les choses. Paula me servit si souvent ce refrain que je finis par y souscrire. Je lui avouai, ainsi qu'à moi-même, que ni l'argent, ni l'aventure, ni le prestige ne justifiaient plus mon conflit intérieur, ni ma culpabilité, ni mon stress. En tant que partenaire de Maine, je m'enrichissais, et je savais bien que si j'y restais plus longtemps, je serais piégé pour toujours. Un jour, alors que nous marchions sur la plage près des vieilles fortifications espagnoles de Carthagène qui avaient subi l'assaut d'innombrables pirates, Paula me suggéra une approche à laquelle je n'avais pas songé. « Et si tu ne disais jamais rien de tout ce que tu sais ?»« Tu veux dire tout simplement me taire ?»« Exactement. Prive-les de toute raison de te poursuivre. En fait, donne-leur toutes les raisons de te laisser tranquille. » C'était une attitude très sensée. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Je n'écrirai pas de livre et je ne ferai rien d'autre pour divulguer ce que je savais. Je ne partirai pas en croisade. Je me contenterai de jouir de la vie, de voyager pour mon plaisir et peut-être même fonderai-je une famille avec Paula. J'en avais assez, mais je voulais tout simplement m'en aller. Tout ce que Claudine t'a enseigné est une imposture, ajouta Paula. Ta vie entière est un mensonge. Elle sourit avec condescendance, puis ajouta. As-tu relu ton curriculum vitae dernièrement ? J'admis que je ne l'avais pas fait. Fais-le, me conseilla-t-elle. L'autre jour, j'en ai lu la version espagnole. Si la version anglaise est la même, je pense que tu la trouveras très intéressante.